Bonjour à tous et donc merci pour votre participation pour le webinaire d'aujourd'hui. Donc je me présente Amélie Gousseau, je travaille chez Polyméris au pôle de compétitivité en plasturgie composite et caoutchouc. Et donc nous avons aujourd'hui un webinaire de présentation sur les dispositifs CIR et C2I et du coup la présentation sur comment sécuriser sa déclaration et soutenir ses dépenses d'innovation. Donc Héloïse Gwen et Thomas Janin vont nous faire cette présentation. N'hésitez pas du coup au fur et à mesure à poser vos questions dans l'onglet questions ou dans l'onglet chat. Au fur et à mesure, voilà, si vous souhaitez, on pourra également allumer vos micros pour que vous puissiez poser vos questions en live. Voilà. N'hésitez pas à les faire au fur et à mesure pour que la présentation soit aussi voilà, pleine d'échanges et de rebondissements et que ce soit clair au mieux pour chacun. Voilà. Et donc à présent, je vais laisser la main à Héloïse et Thomas pour initier leur présentation. Merci. Eh bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, comme c'était dit, nous allons aborder le sujet du crédit impôt recherche et du crédit d'impôt innovation, notamment pour les PME, avec le message derrière et pour les bonnes pratiques à mettre en place pour sécuriser tout son processus, on va dire R&D et d'innovation dans l'entreprise, et comment soutenir, optimiser ses dépenses de recherche ou d'innovation. Donc on va aborder donc plusieurs sujets aujourd'hui. Avant de commencer, on fait une rapide présentation d'Ovalie. Donc Ovalie Innovation, donc c'est une société de conseil basée historiquement à Lyon. Et, vous pouvez voir, on a des implantations, des bureaux et des équipes un peu partout en France. Nous sommes aujourd'hui une 25. La société a été créée une quinzaine d'années. Et la stratégie de l'ADN, c'est vraiment d'accompagner les entreprises innovantes et d'assurer, on va dire, tout le suivi, le montage de dossiers pour le financement, entre autres, et les appuyer, on va dire, avoir ce soutien dans le montage. Alors, on parle de financement ici aujourd'hui, mais aussi on fait d'autres accompagnements un peu plus larges, on va dire plus 360 sur l'accompagnement des dirigeants de PME, que ce soit au niveau du recrutement, levée de fonds privés, etc. Et donc, nous intervenons sur de nombreux domaines à forte dimension plutôt technologique. Voilà, si tu veux revenir voilà, auprès d'entreprises plutôt de toute taille, alors beaucoup de startups et PME et quelques ETI grands comptes voilà, dans les domaines de la chimie, l'environnement, l'énergie et plein d'autres sujets technologiques. Voilà dans les grandes lignes. Hop. Alors aujourd'hui, on vous présente, on va faire un focus plutôt sur les aides fiscales, on y reviendra. On présente aujourd'hui en 4 chapitres avec une petite introduction assez rapide sur tout le panorama des aides, ce qu'on appelle souvent la jungle en fait, parce qu'il y a beaucoup de dispositifs qui existent aujourd'hui, des aides directes et indirectes, du bancaire, etc. Donc là, on va faire rapidement une introduction pour positionner les dispositifs fiscaux, notamment dans cette jungle. Après, comme on l'a dit, on va être assez vite sur faire un focus crédit impôt recherche et crédit impôt innovation, la première niche fiscale de France, sur l'occasion. C'est aujourd'hui d'ailleurs, c'est en plein débat. Vous avez sans doute entendu dans le projet de loi de finances. Donc il y a plein de sujets autour de ça et d'ici fin d'année. Et on vous présentera aussi, d'après notre expérience terrain, les bonnes pratiques à mettre en place pour sécuriser son processus au sens large, le processus d'R&D et d'innovation dans l'entreprise, qui in fine amène évidemment à déclarer son crédit impôt recherche et son crédit impôt innovation chaque année pour les entreprises qui font de la R&D, on va dire en continu, de l'innovation. Et on finira par les bonnes pratiques, les solutions, les risques et les solutions quand on fait face à des demandes de l'administration fiscale. Comment bien anticiper ces demandes? Quels sont les risques au niveau technique, administratif, financier? Et quelles bonnes pratiques un peu en lien avec le troisième chapitre pour anticiper, c'est vraiment le maître mot, et éviter, on va dire, tout risque derrière. Voilà pour cette introduction. Donc là, on va aller directement sur les sources de financement de l'entreprise innovante. Alors, on a fait une version assez simplifiée, évidemment, du panorama de toutes les aides qui peuvent exister. Alors, pour faire simple, il y a, on va dire, le financement public et le financement privé. Donc, le financement privé, en bas, vous voyez, donc, il y a tout ce qui est fonds privés. Ça peut être évidemment tout ce qu'on entend parler, l'augmentation de capital, les levées de fonds. Il y a aussi des prêts d'honneur qui existent souvent en lancement d'entreprise. Et évidemment, il y a après tout ce qui est prêt bancaire. Donc ça, vous avez dû sans doute côtoyer ces dispositifs. Et à cela s'ajoute, on va dire, la couche financement public, qu'on divise souvent en deux. Donc le financement, ce qu'on appelle les aides directes, donc c'est plutôt la partie droite en haut.
Donc ça, c'est toutes les aides qui vont financer plutôt des projets à venir. Donc ça finance plutôt des travaux futurs. On va présenter un projet à, par exemple, à l'État, à BPI-France, à la région ou à l'Europe, etc. Et on va aller chercher, demander des financements qui sont sous plusieurs formes, que ce soit des subventions, du prêt, de l'avance récupérable, ce qu'on appelle aussi prêt à taux zéro. Donc ça, c'est les aides directes qui permettent de financer des phases plutôt futures. Et après, il y a tout le volet gauche dont on va s'intéresser aujourd'hui, ce qu'on appelle plutôt les aides indirectes. Alors, par simplification, on appelle ça aide fiscale. Donc, les aides indirectes, souvent, il y a tous les crédits d'impôt. On verra derrière qu'il y en a de nombreux, en fait, crédits d'impôt pour financer différents types d'innovations ou de travaux. Donc, crédit d'impôt, recherche, innovation font partie évidemment de ce paquet-là. Et après, ce qu'on appelle les JEI, alors il y a le côté fiscalité et le côté social dans la JEI qu'on n'abordera pas trop aujourd'hui, mais s'il y a des questions, évidemment, on est disponible pour répondre à tout ce volet JEI qui est très en lien avec le crédit impôt recherche, qui apporte des avantages aussi fiscaux ou sociaux avec des réductions de charges des personnels R&D et innovation. Donc voilà pour le panorama assez simplifié, mais qui donne un petit peu la mesure de toutes les sources de financement qui peuvent exister. Et nous, aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt à la partie en haut à gauche sur les crédits d'impôt. Et voilà, on va faire un petit focus sur le thème du jour, qui est le crédit impôt recherche et le crédit impôt innovation. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet sur ces deux dispositifs, on a juste voulu mettre le panorama des crédits d'impôt qui peuvent exister, qui existent aujourd'hui. Donc, en plus des deux qu'on va aborder plus en détail tout à l'heure, on a aussi d'autres crédits d'impôt. Donc, le crédit impôt de recherche collaborative, le SICO, lui qui est apparu il y a 2 ans seulement. Donc là, si vous avez des travaux à venir avec des laboratoires de recherche, par exemple. Donc ça, c'est vraiment des dispositifs de soutien à la recherche vraiment collaborative, donc pour partager la connaissance. Donc ça peut être intéressant aussi, c'est financé à 50%, on va dire, pour les PME. Et après, il y a d'autres dispositifs assez récents aussi, le C3IV, hein, vous voyez, donc en faveur des investissements de l'industrie verte. Donc là, c'est pour financer des travaux dans des filières plutôt vertes, énergie renouvelable, etc. Et après, plutôt des crédits d'impôt, on va dire, de niche qu'on appelle collection et crédits d'impôt jeux vidéo. On verra qu'ils représentent plutôt un pouillème, on va dire, dans les créances aujourd'hui. Mais voilà, ça peut être intéressant pour certaines niches. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt aux deux de gauche, qui sont les plus gros sujets, évidemment. Et l'intérêt est plutôt fort pour les PME pour ces deux dispositifs aujourd'hui. Donc, comme le disait Thomas, le crédit impôt recherche et le crédit impôt innovation, ce sont les deux dispositifs majeurs et c'est même le premier dispositif de soutien à la recherche et à l'innovation en France. Pour donner un ordre de grandeur sur les chiffres, depuis ces 2 dernières années, ça représente 7,3 milliards d'euros de crédit d'impôt pour environ 28 800 déclarants. Sur ces 7,3 milliards, c'est 7 milliards pour le crédit impôt recherche et 300 millions pour le crédit impôt innovation. Donc le crédit d'impôt recherche est vraiment le dispositif premier et majoritaire. C'est aussi le plus ancien, il a été créé donc en 1983, tandis que le crédit impôt innovation, c'est depuis 2013. Et le crédit impôt innovation est donc réservé aux PME au sens communautaire. Et également, il est plafonné à 120 000 euros de crédit d'impôt, à 400 000 euros de dépenses. Tandis que le crédit impôt recherche n'a pas de plafond, mais pour les tranches supérieures à 100 millions d'euros, il a un taux qui est réduit à 5%. Donc maintenant, depuis 2023, on voit que les deux dispositifs ont un taux de 30%. Jusqu'en 2022, le taux pour le crédit impôt innovation était de 20%. Cependant, le crédit impôt recherche reste plus intéressant parce qu'il y a des frais de fonctionnement qui s'ajoutent sur certains types de dépenses. On y reviendra plus tard pour vous préciser tout ça. La première chose à faire, donc pour choisir le bon dispositif, c'est de pouvoir faire la distinction entre des travaux de recherche et des travaux d'innovation. Pour simplifier dans un premier temps, on voit que pour le CIR, pour le crédit impôt recherche, le référentiel, c'est l'état de l'art technique et l'état de l'art scientifique.
et on va venir lever des incertitudes techniques et scientifiques. Pour le crédit impôt innovation, le référentiel, ça va être l'état du marché et l'état concurrentiel, et on va venir dépasser l'environnement concurrentiel. Donc pour préciser ces définitions, on a dans la recherche 3 types de recherche. La recherche fondamentale, qui consiste à acquérir des connaissances nouvelles. On a la recherche appliquée, où là, on va acquérir des connaissances nouvelles, mais dans un domaine d'application donné spécifique. On a également, enfin, le développement expérimental, où là, c'est plutôt la mise au point de nouveaux matériaux, produits ou dispositifs, ou même améliorations substantielles par rapport à ce qui existe déjà. Et donc, on a le crédit impôt innovation, où là, on est vraiment sur le développement de nouveaux produits ou bien corporels ou incorporels, qui n'est pas encore mis sur le marché. Et on va se distinguer par des performances par rapport à la concurrence. Pour pouvoir faire la distinction entre la recherche et l'innovation, on va vraiment s'appuyer sur des critères qui qualifient la recherche ou l'innovation. Pour la recherche, on a 5 critères et il faut remplir ces 5 critères. Donc, on va chercher à avoir un critère de nouveauté qui correspond à l'acquisition de nouvelles connaissances, un critère de créativité avec l'application de concepts nouveaux ou immatures, un critère d'incertitude, donc c'est la probabilité de résoudre une difficulté non connue à l'avance. On n'est pas sûr d'y arriver. On va également avoir un critère de systématisation, donc de mettre en place une démarche R&D systématique, d'avoir une activité structurée et planifiée. Et également un critère de transférabilité ou de reproductibilité. Donc ça va être la dissémination des travaux et des résultats. La dissémination, elle peut être à différentes échelles. Au minimum, ça va être au sein de l'entreprise. Et au mieux, ça va être le plus large possible. Donc, par exemple, avec des publications dans des revues scientifiques. Voilà. Pour l'innovation, on va regarder 4 critères. Et là, on n'a pas besoin de remplir les 4 critères, mais au moins un. Donc, on va regarder le critère technique, si on est supérieur à la concurrence d'un point de vue technique, le critère de l'ergonomie, le critère fonctionnel, d'avoir une ou plusieurs nouvelles fonctionnalités par rapport à ce qui existe, ou sinon le critère d'éco-conception. Donc ça, c'était pour préciser les critères qu'on vient regarder et qui nous permettent de définir si on est bien sur une activité de recherche ou une activité d'innovation. Je précise également qu'il y a des activités qui sont non éligibles. Ça va être les activités de développement préalable à la production, les activités de mise en fabrication ou production, les activités d'ingénierie traditionnelle, les tests de routine, tout ça, c'est non éligible ni au crédit d'impôt recherche, ni au crédit d'impôt innovation. Peut-être qu'on peut préciser aussi sur un projet, il peut y avoir aussi, c'est pas forcément l'un ou l'autre. Il peut y avoir des phases très R&D, peut-être amont. Tout à fait. Et des phases plus, une fois qu'on a levé les principaux verrous scientifiques ou technologiques, on passe à la phase d'innovation pour transformer, voilà, matérialiser les avancées technologiques ou scientifiques en vraiment produits. D'où l'intérêt après de bien catégoriser aussi on en parlera des ressources en termes de participation aux travaux sur un projet plutôt global. Exactement. Et donc là, on a un exemple de distinction des types de R&D appliqués à la plasturgie. Donc la source, c'est le manuel de Frascati, c'est un peu la bible des définitions de la recherche et de l'innovation. Donc il donne comme exemple que pour la recherche fondamentale, l'étude d'une classe de réaction de polymérisation dans diverses conditions. Pour la recherche appliquée,
On va venir optimiser une des réactions en vue d'obtenir un polymère doté de propriétés physiques ou mécaniques données. Et enfin, dans le développement expérimental, on va se concentrer sur la mise en œuvre du procédé optimisé en laboratoire à une plus grande échelle et la recherche et l'analyse des méthodes de fabrication de ce polymère ou des produits susceptibles d'être fabriqués dans ce matériau. Donc voilà, j'espère que ça précise un peu les trois types de recherche. Clairement, on est plutôt confronté à de la recherche appliquée, enfin plutôt majoritairement, je veux dire, plutôt développement expérimental, voire un peu recherche appliquée. C'est vrai que la recherche fondamentale, c'est généralement dans les laboratoires de recherche qu'elle est réalisée. C'est vrai que la difficulté, c'est quand on est proche du marché, c'est distinguer est-ce que c'est du développement à titre expérimental ou des travaux d'innovation. Et c'est là où, en fait, la frontière, elle est assez ténue. Ouais. Et c'est clairement pas facile quand on est très proche du marché de distinguer des fois des activités, d'où le côté critères, hein, donc comme exposait Héloïse, et les indicateurs de recherche aussi, on en parlera pour aussi montrer qu'on contribue à acquérir ou des connaissances ou c'est juste de l'innovation sur un marché. Donc là, c'est vrai que c'est un peu difficile des fois de catégoriser certains travaux ou certains projets. Mais d'où l'intérêt de mettre en place un processus, on y reviendra. Donc là, on a essayé d'expliciter la différence entre la recherche et l'innovation d'un point de vue travaux, en tout cas, et définition. On passe maintenant sur les dépenses éligibles, sauf si vous avez peut-être des questions en direct. Sinon, on enchaîne. On va enchaîner. Ok, merci Louise. Alors sur les différentes typologies de dépenses, là, ça s'adresse donc les différentes natures de dépenses qu'on peut mettre dans une assiette crédit impôt recherche, donc colonne de gauche en bleu, et crédit impôt innovation. Donc il y a des dépenses, on va dire, qui sont dans les deux cas. Donc c'est les dotations aux amortissements des immobilisations. Alors concrètement, c'est si vous faites de l'investissement, donc vous achetez des machines spéciales pour la R&D, votre innovation, et que évidemment vous les utilisez en tout ou partie pour votre projet ou vos projets. Donc là, on peut prendre la dotation. Finalement, c'est l'amortissement, c'est donc la dépréciation annuelle. Donc on peut prendre tout ou partie, la quote-part, c'est ça qui est à définir aussi, de ces machines utilisées pour votre R&D ou votre innovation. Après, le principal poste de dépense, évidemment, au niveau national, hein, ça reste des dépenses de personnel. Hein, c'est qu'il y a plus de 50% de la créance, c'est les dépenses de personnel. Donc les dépenses personnelles, on fera un focus juste derrière sur les différents profils éligibles en recherche ou en innovation. Mais on va dire que c'est les salaires bruts chargés, pour faire simple, à la quote-part, évidemment, dévolus à la recherche ou à l'innovation dans les différents projets, comme l'exposait Loïs, qu'on va catégoriser en recherche, innovation ou alors non éligibles. Donc les dépenses de fonctionnement, Héloïse en parlait tout à l'heure aussi, donc là qui s'appliquent désormais qu'au crédit impôt recherche. Donc ça, c'est des bonus qui s'appliquent pour, par exemple, le personnel de soutien, administratif, financier, qui s'applique donc sans justificatif. Donc là, on applique un bonus de 43% pour les dépenses de personnel. Et les immobilisations, pareil, on applique un bonus dans les crédits impôt recherche qui est de 75%. Donc ça, c'est des dépenses forfaitaires, non justifiables, qui s'ajoutent au crédit impôt recherche et qui s'ajoutent plus au crédit impôt innovation. Donc d'où la différence finalement en termes d'ailleurs de financement entre le crédit impôt recherche et le crédit impôt innovation. On a certes, une fois qu'on a mis toutes ces dépenses, 30%, mais du fait de ces dépenses de fonctionnement, le crédit impôt recherche est in fine mieux doté que le crédit impôt innovation. Puis après, on a d'autres dépenses aussi un peu plus marginales selon les domaines. Donc les prestations externes, donc ça c'est des organismes agréés, donc publics ou privés. Donc là, c'est vous confier des travaux de recherche ou d'innovation à des entreprises. Mais il faut que ces entreprises aient un agrément pour que vous puissiez mettre ces factures dans votre assiette. Et après, on a tous les frais liés à la propriété intellectuelle, c'est-à-dire dépôt de brevets et maintien de ces brevets, par exemple. Donc là, ça peut être d'ailleurs indépendant au projet que vous allez valoriser en année N. Et après, dépenses encore plus marginales, alors, dépenses de normalisation, donc ça reste, on va pas s'étaler dessus parce que c'est vraiment assez rare finalement. Et dépenses de veille, donc ça c'est participation à des congrès scientifiques ou de la veille interne qui permettent d'accumuler la connaissance sur vos sujets de recherche, notamment. Donc ça, c'est ce qui vient en plus évidemment dans les dépenses. Et après, il faut enlever certaines aides publiques, par exemple, si vous qui vont financer, on en parlait au début, des mêmes tâches que vous allez mettre.
évidemment, on ne pouvait pas financer 2 fois les mêmes dépenses. Donc, on va pouvoir enlever une partie des aides publiques, une subvention que vous allez percevoir de la région, de l'État, par exemple, de l'Europe. Et certains honoraires de conseil, voilà, si c'est des parts variables, pour éviter certains abus historiquement. Donc voilà pour les types de dépenses, et on va faire un focus sur les dépenses de personnel, hein, qui concernent toutes les entreprises qui déclarent du crédit impôt recherche ou du crédit impôt innovation. Là, on a fait un focus sur le crédit impôt recherche, mais on peut parler aussi de la partie innovation. Alors, les profils éligibles, ils sont assez larges finalement en crédit impôt recherche. Il y a eu pas mal de jurisprudence ces dernières années pour prendre en compte dans les assiettes des alternants, des apprentis, même des stagiaires. Donc là, on va vraiment de l'alternant apprenti R&D au docteur ingénieur de recherche. Donc vous voyez que c'est assez large, mais gardez en tête quand même que pour tout projet de recherche, il faut à minima quand même un ingénieur et idéalement un docteur. On va dire c'est pas rédhibitoire s'il n'y a pas de docteur, mais au moins un ingénieur qui sait mettre en place un processus de recherche dans l'entreprise. Il n'y a plus trop de notion de diplôme, même si c'est, on le verra, c'est demandé systématiquement par l'administration fiscale pour justifier certaines dépenses. Il n'y a plus cette notion de diplôme. Il y a, en revanche, depuis quelques années, on constate, et on appuiera dessus tout à l'heure, qu'il y a vraiment des demandes sur les rôles et les contributions de chaque personne valorisée dans les projets. Donc vraiment appuyer, c'est presque plus le rôle et la contribution plutôt que le profil de technicien ou ingénieur. Donc, il faut garder ça en tête en termes de valorisation de ces profils. Et en termes de dépenses, on parlait tout à l'heure de rémunération, donc c'est la rémunération brute, puis tous les avantages et les primes auxquels on ajoute la plupart des cotisations patronales, certaines qu'on exclut. Et on parlait de bonus tout à l'heure sur le CIR qui s'applique pas sur les crédits impôt innovation. Donc on applique un bonus de 43%, ce qui fait in fine finalement sur un profil, un ETP, vous allez avoir une prise en charge de 43% du coût du salarié via le crédit impôt recherche et 30% via le crédit impôt innovation. Alors sur la partie crédit impôt innovation, on n'a pas écrit là, mais il y a, on va dire, il y a moins de notion de diplôme ou de technicité, voilà, sur des projets d'innovation. En revanche, c'est un peu le même sujet, c'est il faut justifier la participation de ces profils au projet d'innovation. Et là, il peut y avoir des profils un peu plus hybrides qui sont orientés un peu plus marché, puisque là, on va parler plutôt de conception, de dépenses plus classiques, on va dire, en tâches, en travaux, plus en lien avec ce qui se passe aussi sur le marché, parce qu'il y a besoin de savoir ce que font les concurrents, etc. Donc voilà, il peut y avoir des profils un peu hybrides, un peu technico-commerciaux des fois. Voilà. On est plus à la frontière là-dessus. Donc là, on va passer donc au troisième chapitre qui est, on va dire, une fois qu'on a, on va dire, dans le cadre des projets, c'est catégoriser un peu les différents projets, les mettre en recherche, en innovation. Évidemment, ça c'est presque en fin de processus, mais nous, de ce qu'on voit du terrain, c'est plus on met en place des bonnes pratiques, on va dire des processus au sein de l'entreprise pour sécuriser justement sa déclaration et la catégorisation des projets, plus on va sécuriser sa déclaration et on va être à l'aise face à des demandes de l'administration fiscale qui, on le verra, peuvent être de différentes sortes. Est-ce que sur cette première partie déjà, est-ce qu'il y avait des questions dans l'Assemblée sur les dispositifs CIR C2I? Par exemple, comme question, au niveau tout ce qui va être protection intellectuelle, est-ce que les dépôts de marques ou de brevets ou de modèles, est-ce que tout ça, ça va être éligible dans le CIR ou dans le C2I? Bonne question. Dépôt de marque, non. Donc ça, c'est vrai qu'on voit souvent ces questions et la Ni marque l'un ni rentre l'autre. l'autre. Et les modèles, alors en CI, on peut mettre des modèles. C'est un peu plus rare, mais oui, ça rentre. Et les dépôts de brevets, oui, dans les deux cas, on peut dépôt de brevet, extension du brevet et maintien, ce qu'on appelle maintien, c'est les annuités annuelles pour maintenir un brevet, les coûts, voilà, pendant plusieurs années. Donc ça, mais les marques, non, malheureusement, parce que c'est hors scope, on va dire recherche, innovation, sur ces dispositifs en tout cas. Merci. Il y a une autre question dans l'Assemblée. Il semble que du coup, remplir les critères du C2I semble plus facilement atteignable pour les startups PME. Et du coup, pourquoi aller sur le CIR plutôt que le C2I? Bonne question. Alors, c'est vrai que ce sont des critères, on va dire, plus palpables, on va dire, parce qu'on est proche du marché et ça ressemble plus à un dossier. On pourra en parler de dossier justificatif du crédit impôt innovation. C'est plus un dossier classique de financement auprès, par exemple, de BPI France ou de la région. Donc, on va parler du marché de son produit. Donc, évidemment, les entreprises vont être plus à l'aise pour parler du marché de leurs produits et pour défendre des travaux face à des concurrents. Ils connaissent généralement bien le marché.
Et pourquoi on choisit l'un ou l'autre? Alors, c'est une bonne question, mais c'est vrai qu'on a présenté 30%, on se dit, bah, autant aller sur le crédit d'impôt innovation, qui est plus accessible. Et encore une fois, on a dit, généralement, c'est les dépenses de personnel. Les dépenses personnelles, on a vu, elles sont valorisées plutôt à 43%, alors qu'elles sont plutôt dans le CIR, alors qu'elles sont à 30% dans l'innovation. Donc, on voit bien qu'on est quand même 40% de plus, finalement, mieux doté dans le CIR pour les dépenses de personnel. En revanche, si vous avez que de la dépense de sous-traitance pour un projet d'innovation, la question se pose, parce que là, pour le coup, bah, les sous-traitants agréés, qui sont agréés CIR et CI, sont autant dotés dans le CIR que dans le CI. Donc après, c'est vrai qu'il y a une question stratégique, mais il est clair qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe. Enfin, c'est plus complexe d'aller sur le crédit impôt recherche parce que les critères, c'est vraiment les critères scientifiques, technologiques, comme l'a montré Loïs. Donc le dossier technique, pour faire simple, dans le cadre idéal, il ressemble plus à une publication scientifique ou à une mini-thèse scientifique, contrairement au dossier d'innovation, qui est plus, lui, un dossier plus classique de présentation d'un projet d'innovation avec le marché, le dépassement concurrentiel, etc. Voilà, donc après, il y a une question de profil, question de stratégie de dossier, mais on en parlera tout à l'heure. C'est vrai que s'il y a aucun indicateur de recherche dans l'entreprise en termes de publication, de ressources, on va dire docteur ou ingénieur ou autre, aujourd'hui, c'est un peu, voilà, c'est un peu plus difficile d'aller chercher du crédit impôt recherche. S'il n'y en a aucun indicateur de recherche, on en parlera tout à l'heure. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond en partie, mais c'est vrai qu'on est sur deux périmètres vraiment différents et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une confusion des fois sur ces deux sujets parce que c'est vraiment des périmètres. Ils peuvent être complémentaires sur un même projet, on en parlait, des travaux très amont R&D et après des travaux plus d'innovation sur un même gros projet dans l'entreprise, mais on ne parle pas du tout des mêmes travaux et des mêmes ressources impliquées. Donc ça peut être, c'est très différent comme périmètre. Il faut garder ça en tête. L'un, c'est vraiment technologique scientifique et l'autre, c'est vraiment le périmètre du marché. Donc on n'a pas le même référentiel, clairement. Et du coup, en complément, il y avait une question, est-ce qu'il est possible de déclarer du CIR et du C2I pour une même entreprise, mais selon les projets? Exactement, c'est là où on va catégoriser, on va faire le périmètre. Nous, si on devait intervenir, on va auditer tous les projets en fait qui existent. On va les catégoriser après avoir fait quelques recherches, si on peut les défendre en recherche, en innovation, ou alors si on les met hors scope recherche-innovation. Et donc, chaque année, vous pouvez déclarer différents projets en recherche, différents projets en innovation, ou un même projet qui est partagé en deux, comme on le disait, entre une partie recherche, une partie innovation, parce qu'on arrivera à justifier des phases finalement de R&D et des phases d'innovation. Voilà. C'est juste qu'il y a des plafonds, comme le disait Louise, au niveau du crédit impôt innovation. Mais bon, pour arriver au plafond, c'est 400 000 euros de dépenses. Pour faire simple, ça correspond à pas mal de TP, quoi, on va dire. Donc, puisqu'un ETP, on va dire, c'est plutôt 6-7 ETP, donc c'est pas négligeable qu'on peut arriver au plafond chaque année en innovation. Parfait, merci. Après, au niveau des dépenses, du coup, on a pu voir différentes dépenses éligibles, surtout sur le personnel. Ce qu'on peut voir souvent sur les startups PME, c'est de prendre en compte les dirigeants. Sur un dirigeant, quel est le pourcentage, on va dire, de temps de travail qu'on peut mettre sur des dossiers? C'est une bonne question. La dirigeance, c'est un cas particulier parce que ça va dépendre, c'est un peu du cas par cas, ça dépend. Des fois, on a des structures avec 3 dirigeants où il y a par exemple, un dirigeant spécialité business, l'autre marché produit et un autre très technique parce qu'il est technophile et il a fait des études vraiment scientifiques. Donc là, on n'a pas de problème pour mettre ce dirigeant-là à une quote-part assez élevée, surtout les premières années où il y a beaucoup de R&D. Donc ça, c'est pas étonnant que les 5 premières années, on a des taux à 80-90% parce qu'il s'occupe pas d'autre chose dans l'entreprise. Ce qui est différent du dirigeant qui va être seul, par exemple, et qui va s'occuper de recruter pour son entreprise, de faire la partie business, de faire la partie technique. Et là, à ce moment-là, on voit bien qu'on aura du mal à justifier une quote-part assez élevée auprès de l'administration fiscale. Donc là, on va être plutôt à des quotes-parts qui peuvent varier de 20 à 50%. C'est assez difficile à dire. Mais voilà, ça va dépendre un peu de la typologie d'entreprise, le nombre de dirigeants. Au début, s'il faut qu'ils fassent tout, parce qu'il faut créer, il faut faire la R&D, donc c'est pas étonnant que ce soit beaucoup. Mais une fois qu'il y a de la gestion d'équipe, la gestion admin, etc., c'est là où ça devient plus difficile. Alors même s'il fait 60 heures par semaine, l'administration fiscale a peu tiqué là-dessus sur cette quote-part. Donc c'est une bonne question et c'est vrai que ça revient souvent. Et en termes de justificatif, c'est là où il va falloir apporter des preuves. Par exemple, qui s'occupe pas de la partie business, si c'est fait, ou c'est sous-traité ou délégué à quelqu'un, etc. Il faut que ça soit représentatif de la réalité et cohérent avec les autres activités en fait du dirigeant.
Merci. Et Donc du coup, sur la même idée, on a une autre question. Quel pourcentage du temps d'un ingénieur à 100% R&D peut-on considérer comme somme éligible sur du CIR ou C2I? 100%, 90%, 80%? là aussi, c'est une bonne question, ça fait souvent un débat. Nous, on peut être, typiquement dans nos dossiers, on peut être à l'aise pour prendre vraiment des profils purs R&D qui font que ça à, on va dire, quasi 100%, on va dire peut-être 95%, parce qu'il y a toujours un peu des tâches, un peu admin dans l'année. On va dire que l'ordre de grandeur, c'est plutôt ça, quelqu'un qui fait que ça, qui est vraiment déchargé de toute autre tâche administrative. Donc, ça peut, sans problème, son profil et justifier son rôle et ses tâches. On peut le mettre jusqu'à 95%. Enfin, nous, en tout cas, on peut défendre des profils valorisés à cette hauteur. En tout cas, voilà. Et on est à l'aise, que ce soit dans le CIR ou dans le CI. Bien, merci beaucoup. Il n'y a plus d'autres questions. Du coup, on peut continuer. Mais du coup, n'hésitez pas, les participants, à continuer à poser vos questions dans le chat ou dans l'onglet questions. Alors là, oui, alors là, on représente, avant de parler de notions de, enfin, à la fois de risques, solutions à mettre en place, processus, on représente un peu le processus déclaratif du crédit impôt recherche qui est pas toujours clair, en fait, finalement, pour les entreprises. Surtout celle en création, parce qu'il y a la notion aussi à quelle date on va clôturer, et ça peut avoir un impact aussi sur la trésorerie. Donc, pour faire simple, le CIR est calculé sur des années civiles, quel que soit votre exercice comptable, qui se clôture au 31/12 de façon classique, ou le 30 septembre ou le 31 août. En fait, c'est toujours sur une année civile. Donc, le calcul va se faire, le périmètre des projets, toujours sur 12 mois calendaires. Donc, ça, à garder en tête. Et ça a un impact, justement, si vous êtes en clôture décalée. C'est des questions, on pourra en reparler. Et le dépôt de la déclaration, souvent, en N+1. Donc, on a mis une frise en bas où on fait très concret. Pour le CIR-CI 2024, par exemple, on le déclarait pendant l'arrêté des comptes entre janvier et mai, donc la date limite, c'est autour de mi-mai. On a jusqu'au mi-mai, en fait, pour déclarer son CIR N-1, finalement, qu'on a des dépenses engagées en 2024, on va les déclarer en 2025. Donc là, on a pris une clôture simple au 31 décembre, assez classique, année civile. Donc là, le processus va s'engager, on va dire, les prochains mois pour, en même temps que l'expert comptable, on va aller, en fait, calculer un crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation, et le déclarer en même temps que le relevé de solde de l'impôt mi-mai ou plus tard. Évidemment, on peut le faire si les comptes sont prêts et vous déposez en mars, on peut le faire en mars. Gardez en tête qu'il est possible de rectifier sa déclaration, un peu comme les contribuables particuliers, on va dire, là, c'est jusqu'à N+3. Donc, ce qui veut dire aujourd'hui, déjà, si vous vous dites, mince, j'ai fait des travaux, a priori, en 2022, j'ai oublié de déclarer, je savais pas si c'était la recherche innovation, aujourd'hui, vous pouvez encore, évidemment, déclarer vos travaux, vos projets, déclarés depuis 2021, 22, 23 encore. Voilà. Donc ça, c'est quand même à garder en tête, c'est parce que souvent on se rend compte, bon, on l'a pas fait, mais on n'a pas eu le temps, le processus n'était pas en place, on connaissait pas les dispositifs, ça on voit souvent. Voilà, aujourd'hui, on peut faire 3 années d'un coup, on va déclarer les 3 dernières années parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire. Donc à garder ça en tête. Donc on parlait tout à l'heure de l'impact sur le résultat à la trésorerie. Alors la règle de base pour le crédit impôt recherche, ça vient diminuer votre impôt. Donc si vous payez de l'impôt société, finalement ça va diminuer votre impôt. Donc si vous avez 100 d'impôt, vous avez 5 ans de crédit d'impôt, voilà, c'est très simple, il vous reste 5 ans d'impôt à payer. Et si ça l'annule, ça l'annule complètement. Ça, c'est la règle de base. Après, un cas qui arrive très souvent en start-up et PME, c'est que finalement, pas d'impôt sur les premières années. Vous avez donc du crédit impôt recherche qui va être calculé chaque année. Donc, si ce crédit impôt recherche est supérieur à l'impôt, donc ce qui arrive très souvent, évidemment, pour les startups et beaucoup de PME. Donc, si vous n'êtes pas PME, vous êtes plutôt, voilà, ETI ou grand groupe, vous pouvez pas avoir de remboursement, on va en parler tout à l'heure, c'est, vous gardez cette créance, vous allez l'imputer sur les années suivantes. Voilà. Vous avez un reliquat de crédit d'impôt, vous allez l'imputer sur les prochaines années si vous faites l'IS. Et si vous faites pas l'IS pendant 3 ans, vous pourrez redemander ce remboursement après ces 3 ans. Ce qui est différent pour les PME ou entreprises nouvelles, qui sont plutôt récentes, les PME peuvent demander directement ce remboursement de créance. Donc ça, c'est important. En fait, c'est du cash que vous allez demander. Donc, vous allez le demander, prenez un exemple, en avril 2025, vous allez demander, vous avez déclaré votre CIR ou votre crédit impôt innovation. Vous allez faire une demande de remboursement auprès des impôts. On en parlera tout à l'heure. Il y a tout un processus. Il y aura du délai, évidemment. Et vous pouvez avoir ce remboursement de cash qui va intervenir, on va dire, dans les 6 mois après la déclaration. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est du cash que vous allez récupérer, en fait, sur vos travaux engagés en 2024. Voilà, gardez en tête pour la temporalité et la période de contrôle, puisqu'on va en parler aussi. Hein,
c'est pas le moment le plus joyeux, on va dire, sur la partie fiscale, mais ça existe évidemment. Donc le droit de reprise qu'on appelle au niveau des impôts, eux, ils ont une année de plus que la rectificative, on va dire, pour faire simple, c'est-à-dire jusqu'à 4 ans. C'est-à-dire votre CIR 2024, il peut être contrôlé jusqu'à décembre 2028. D'où l'intérêt, on en parlera tout à l'heure, de mettre en place des processus un peu temps réel pour créer les justificatifs qui peuvent être demandés 3 ans après. Donc, vous imaginez que vous avez un contrôle dans 3 ans sur vos travaux. C'est compliqué d'aller faire de l'archéologie sur vos travaux, documenter vos travaux, traçabilité financière, on en parlera. Donc, d'où l'intérêt de chaque année de mettre en place et de créer les justificatifs en temps réel pour les avoir à disposition pour l'administration fiscale. On peut faire peut-être un petit focus rapidement sur les clôtures décalées qui arrivent en fait dans certains domaines. Le problème de la clôture décalée pour les PME, ça va décaler en fait finalement le remboursement. Donc pour faire simple, si vous clôturez au 30 septembre 2024, vous ne pourrez pas déclarer votre CIR début 2025. Vous devez attendre la clôture au 30 septembre 2025 et à ce moment-là, vous pourrez déclarer au même titre que votre liasse en fait, votre CIR 2024, vous allez le déclarer au plus tôt fin 2025, début 2026. Donc là, vous voyez qu'il y a un décalage finalement de trésorerie qui va s'opérer pour aller récupérer cette créance. Donc là, c'est vrai quand vous créez votre structure, si vous engagez des travaux de recherche en fait très tôt, il y a une question stratégique qui se pose sur la date de clôture qui peut quand même impacter votre trésor sur les 2-3 premières années. Donc voilà pour le processus et un peu la notion de temporalité. Les différents niveaux de contrôle. Alors c'est une slide assez simple, mais qui a le mérite de montrer qu'il y a, on va dire, 2 typologies pour simple de contrôle. Donc on l'a vu, le CIR c'est un déclaratif, c'est un peu comme le contribuable particulier. Chaque année vous déclarez votre impôt, c'est pré-rempli. Vous déclarez. Vous pouvez ne pas avoir des questions, tant mieux. Si vous avez déclaré des dons, etc., ben voilà, ça va. Vous allez payer moins d'impôts à titre perso. Et au niveau des entreprises, c'est pareil, vous déclarez. Et si vous avez de la chance, vous n'avez pas de questions. Mais généralement, quand même, surtout vous demandez un remboursement de la créance pour les PME, vous allez avoir 2 types de contrôles. Le plus fréquent quand vous faites une demande de remboursement, c'est le contrôle qu'on appelle sur pièce. Vous demandez votre remboursement en avril ou mai, et pendant les 2-3 mois qui vont suivre, un inspecteur ou une inspectrice des impôts va regarder votre déclaration et va juger si elle va vous demander des justificatifs, ce qu'on appelle des demandes sur pièce. Elle va vous demander tout un tas de pièces justificatives, généralement, des documents techniques, financiers, administratifs. Donc là, vous avez généralement que 30 jours qui peuvent être prorogeables de 30 jours pour répondre. Donc là, vous voyez bien que si vous n'avez rien mis en place en temps réel, que vous devez tout construire en 30 jours, ça met le stress un peu à tout le monde. Donc là, c'est pas le cas idéal. Autre niveau de contrôle, ce qu'on appelle le contrôle, on va dire, sur place. Donc souvent, c'est ce qu'on appelle le contrôle fiscal, où là, ça intervient généralement sur des périodes de 3 ans. Donc là, on va vous demander, par exemple, il y a un contrôle de toute votre comptabilité, l'inspecteur va venir et il peut vous demander les justificatifs du crédit impôt recherche ou innovation sur 3 ans. Typiquement, nous on le voit en ce moment, on a des contrôles sur 2021, 22, 23. Donc là, il va falloir rassembler tous les justificatifs des 3 années et répondre aux inspecteurs, il y en a plusieurs, pour justifier ces dépenses engagées sur les 3 dernières années. À garder en tête aussi qu'il peut y avoir des contrôles vraiment sur 3 ans, mais que sur le CIR, pas sur toute la comptabilité de l'entreprise. Mais ça peut être vraiment un inspecteur va dire je viens vous contrôler que sur le crédit d'impôt recherche ou innovation sur les 3 dernières années. Donc là, le contrôle va être focus vraiment sur les dispositifs fiscaux. Donc là, c'est pour présenter la partie contrôle. Oui. Et après, voilà. Et après, ça va être donc du coup le processus à instaurer et à maintenir surtout pour pouvoir justement répondre aux éventuelles demandes de l'administration et surtout donc les anticiper parce que comme l'a dit Thomas, il peut y avoir un délai assez important et l'objectif, donc le maître mot, ça va être l'anticipation, faire le plus possible du temps réel, quasi réel, et également impliquer les différentes parties prenantes. Donc là, ce qu'on veut mettre en avant sur cette slide, c'est que le processus interne de la recherche et de l'innovation va impliquer différentes personnes et pas que la partie technique. Bien souvent, on croit que ça va être l'équipe R&D technique et scientifique, mais en fait, pas que pour pouvoir avoir l'ensemble des éléments justificatifs du CIR ou du CI.
Donc, si on commence quand même par la partie technique, ce qu'on voit, c'est qu'il va falloir rédiger et avoir les documentations des travaux éligibles. Donc ça va être un rapport justificatif technique, par exemple, une synthèse des travaux réalisés donc par année de déclaration de CIR ou de CI, avec vraiment toute la structure de l'opération de recherche ou d'innovation, donc le contexte, la présentation du sujet, les verrous techniques, scientifiques qu'on cherche à lever, les expérimentations qui ont été réalisées et bien sûr les résultats et l'analyse des résultats. Est-ce que ça atteint les objectifs? Si ça ne les atteint pas, quelle est l'explication la plus probable? Et quelle est la suite après qu'on donne au projet? Est-ce qu'on explore une nouvelle piste? Est-ce que c'est le résultat et que c'est non poursuivable? Voilà, ça va être de documenter toute cette partie technique. On va avoir aussi la traçabilité de ce qu'on a appelé des activités de recherche et d'innovation. Donc là, ça va plutôt être sur le suivi des temps, les rôles et implications. Donc comme on a pu le voir dans les questions, vous avez beaucoup demandé quel code-part on pouvait déclarer pour certains types de profils. On a parlé de code-part, mais en réalité, code-part au doigt levé, c'est pas possible. On doit s'appuyer sur un suivi des temps qui est réalisé en temps réel. Donc là, ça veut dire que chaque personne impliquée dans les travaux de recherche remplit un suivi des temps avec le code projet et également des autres activités non R&D. Et c'est ce document, ce suivi des temps qui fait foi sur le calcul de la quote-part. Et donc, ça vaut également pour le dirigeant. On a parlé du dirigeant tout à l'heure. Pour lui aussi, on ne peut que lui recommander d'avoir un suivi des temps précis et exact. Rôle et contribution, donc ça, c'est également pour préciser justement l'implication des personnes dans les activités de recherche. Est-ce qu'ils réalisent les expérimentations? Et est-ce qu'il est plus sur une partie numérique? Donc voilà, ça va être précisé et transcrire dans un document le rôle et la contribution et l'implication. On va ensuite avoir la justification et la traçabilité des dépenses de recherche et d'innovation. Donc là, c'est toute la liste des dépenses qu'on a pu faire tout à l'heure, que ce soit donc les dépenses de personnel. Donc là, ça va être les bulletins de paie, les fiches de salaire. On va avoir pour tout ce qui est immobilisation, donc le suivi des immobilisations, la dotation de l'année. S'il y a une quote-part d'utilisation, parce qu'on peut supposer que le matériel n'est pas utilisé entièrement pour de la recherche, ça peut être une utilisation mixte, recherche et industrie. Donc là, on doit également définir une quote-part d'utilisation dédiée à la recherche. Donc voilà, ça va être le calcul et le suivi de ces données-là. Pour la sous-traitance, s'assurer de l'agrément des sous-traitants, donc qu'ils soient bien éligibles et qu'ils aient un agrément CIR ou CI. Ça va être de récupérer toutes les factures également, que ce soit pour la sous-traitance, pour les brevets, les factures de dépenses de propriété intellectuelle. Donc voilà. Et donc tous ces documents sont bien à récupérer au moment du calcul du crédit d'impôt recherche ou innovation et pas à les récupérer 3 ou 4 ans après. On évoque également là la structuration du volet social. Par expérience, c'est celui que parfois on oublie et qui après peut être plus compliqué à aller récupérer auprès des personnes qui peuvent avoir quitté la société. Donc là, on va parler du diplôme le plus élevé. Donc bien penser à le demander et à le récupérer. Diplôme, CV et fiche de poste.
et dans la fiche de poste, c'est qu'elle soit cohérente avec évidemment le rôle et l'implication déclarée pour la personne. Donc, ça va être dans la fiche de poste mentionner son implication dans les activités de recherche et d'innovation. Et donc, le dernier carré, c'est l'implication des équipes. Là-dessous, ce qu'on veut dire, c'est vraiment d'avoir un ou plusieurs relais dans l'entreprise qui coordonnent justement et récupèrent l'ensemble de ces justificatifs et qui coordonnent les différentes équipes, que ce soit technique, comptable, sociale, administrative. Comme on voit, différentes et de nombreuses personnes peuvent être sollicitées et il faut quelque part une gestion de projet, il faut le voir de cette manière-là, et donc d'avoir un interlocuteur privilégié et qui coordonne tout ça. Je sais pas si tu voulais. Très bien. Non, c'est bon. Sur cette slide, pour compléter en fait ce qu'on vient de voir, donc la mise en place d'un processus interne, il existe aussi des indicateurs de R&D qui sont, on va dire, plus visibles et que l'administration vient questionner de temps en temps. Ces indicateurs renforcent et complètent en fait le processus interne de la recherche et de l'innovation. Donc, ces indicateurs, ça va être publication ou communication dans des congrès ou journaux à comité de lecture, mise en place et l'encadrement d'une thèse, donc ça va être les thèses de chiffres généralement. Ça va être la présence de ressources scientifiques de haut niveau, donc l'embauche de docteurs, avec le statut particulier de jeune docteur si c'est le premier CDI signé après l'obtention de son doctorat. On va également regarder la participation à des collaborations scientifiques avec des organismes publics, français ou internationaux, les participations à des projets collaboratifs subventionnés, que ce soit par la région, la France ou l'Union européenne, et le dépôt de brevets, de logiciels ou d'enveloppes solo qui en lien avec la propriété intellectuelle de l'entreprise. Donc voilà, ça ce sont des indicateurs à mettre en avant si vous les avez et à mentionner auprès de l'administration lors des contrôles. Voilà, ces indicateurs renforcent le processus R&D interne. Alors, c'est pas rédhibitoire pour déclarer le CIR si vous les avez pas. C'est vrai que s'il n'y en a aucun, bah, des fois, c'est peut-être un peu plus compliqué de justifier voilà, la partie recherche. Ce qui est différent des indicateurs pure innovation où là, on pourrait avoir juste des choses un peu complémentaires, mais on n'est pas obligé évidemment d'avoir des docteurs dans l'équipe pour déclarer du crédit impôt innovation. Mais voilà, c'est pas rédhibitoire, mais c'est vrai que si on peut des fois créer, voilà, avoir du lien avec des collaborations externes, ça arrive, ça permet d'avoir un expert scientifique, par exemple, qui va auditer le dossier, de dire, ah ben, oui, il travaille dans un écosystème, on va dire R&D. Et ce sont des indicateurs à avoir en tête lorsque vous réfléchissez à la stratégie R&D de l'entreprise. Comme on disait, il faut anticiper. Donc, la stratégie R&D s'anticipe également. Donc, quand on parle d'embauche de tests chiffres, ça se réfléchit et c'est un processus qui nécessite quelques mois avant l'embauche. Donc, voilà, c'est des critères à considérer dans leur ensemble et dans la stratégie globale de l'entreprise. Donc, on a parlé pas mal de sécurisation de processus. Alors, il existe différents outils, on va dire, assez complémentaires pour essayer d'aider les contribuables finalement à déclarer sereinement leur crédit impôt recherche, leur crédit impôt innovation. Alors, il y a le guide CIR, CI, qui est édité chaque année par le ministère de la Recherche. Il est de plus en plus fourni, on va dire, chaque année. Alors, il est dépourvu de valeur juridique. Il reprend certes quelques décisions voilà, des jurisprudences, mais voilà, il n'a pas de valeur juridique devant un tribunal, évidemment, mais il est assez riche pour donner des définitions, décrire les différentes dépenses de personnel, etc., enfin, toutes les dépenses d'ailleurs,
et donner les définitions qu'on a données au début sur le développement expérimental, etc. Donc, il est quand même bien fourni et il est assez digeste, on va dire, contrairement des fois à des lois ou des décisions de tribunaux. Après, pour sécuriser aussi un projet, s'il y a un doute, vous avez la possibilité aussi de déposer ce qu'on appelle un rescrit fiscal. En fait, vous allez demander l'avis de l'administration fiscale pendant que vous faites votre projet ou juste avant, quand vous débutez. Donc ça, c'est une demande préalable et une fois que c'est validé, vous pouvez déclarer sereinement parce que ça a été validé. Donc voilà, ça c'est une possibilité s'il y a un doute assez fort sur l'éligibilité d'un projet, la recherche ou l'innovation. Et après, il y a tout ce qui est le volet plutôt finalement fiscal qui est lié à tout ce qui est, à la loi finalement, hein, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment on débat un peu sur le budget 2025 et le projet de loi de finances normalement traite notamment de ces sujets fiscaux sur les rabots, sur les crédits impôt recherche, sur le fait de proroger ou pas le crédit impôt innovation. Donc là, c'est en cours de discussion. Aujourd'hui, il n'est pas prorogé officiellement. Il faut attendre de nouvelles choses qui vont être votées, on l'espère, dans la loi d'ici la fin d'année. Mais il n'empêche qu'on voit tous les mois en fait des décisions de tribunaux ou du Conseil d'État sur des points sur des points du CIR, du CI. Et ça vient alimenter aussi les réflexions et nos réflexions en tant que conseil sur la stratégie de défense de dossier. Tout ce qu'on vous a dit tout à l'heure sur les rôles et contributions, ça vient aussi des dernières décisions qu'on observe depuis 2-3 ans sur le suivi des temps, le rôle, contribution des personnels valorisés. Et la partie profit, donc des instructions fiscales, qui reprend souvent ce qui évolue dans la loi de finances finalement. S'il y a des nouveautés, ça c'est repris et décrit dans les bulletins des finances publiques. Voilà pour faire court, parce qu'on voit que le temps passe et on arrive dans la dernière partie, finalement, qui va reprendre quand même à peu près ce qu'on a dit jusqu'à présent. C'est-à-dire, on fait rapidement, un focus sur les différents types de risques, mais qu'on aura déjà évoqués, et les solutions assez simples et pragmatiques à mettre en place, sur ces typologies de risques. Donc, finalement, ça va un peu reprendre les bonnes pratiques qu'on a déjà évoquées. S'il y a des questions, entre-temps, on peut aussi y répondre. Alors, il y a 2 questions. Après, en effet, le temps passe vite. Donc, Oui. il y avait donc la première qui était, vous mentionnez du coup que la base considérée pour le CIR, c'est 143% du salaire. Est-ce que du coup, c'est idem pour toutes les autres dépenses ou uniquement pour les dépenses de personnel, alors qu'à l'inverse, pour le C2I, c'est 130% pour le salaire? Ouais, en fait, ces bonus-là s'appliquent que pour les dépenses de personnel, pour le CIR, là, les fameux 43%. Et les immobilisations, c'est 75% qui s'ajoutent aussi à la dotation. Et après, on prend 30% de ça. C'est pour ça que les dotations dans la partie immobilisation, finalement, dans le CIR, elles sont financées à 50%, finalement, quand on ajoute ce bonus. Mais pour la sous-traitance ou autre, on n'a pas ces bonus qui s'appliquent. Par exemple, si vous avez une facture de 10 000 euros, vous allez récupérer 30% de ces 10 000 euros dans le crédit impôt recherche ou innovation, parce que c'est toujours à 30%, ou les frais de brevet, etc. Donc, ces dépenses de personnel comme base, voilà, si en base 100, on ajoute 43 et on prend 30% de ces 143, comme vous le disiez, pour la partie recherche. Donc, on finance 43% des salaires en recherche et 30% finalement en innovation. Merci. Et donc, une autre question, concrètement, à quoi va ressembler un dossier CIR? Est-ce que c'est un format libre, par exemple, avec 20 pages de texte Word pour justifier les activités R&D et avec en plus une annexe avec un tableau pour résumer l'activité R&D de chacun des personnels avec en parallèle le jour et quelques mots de présentation? Est-ce que ça peut suffire ou est-ce que voilà, c'est plus compliqué? Bonne question. En fait, il y a une trame qui est quasi imposée par les impôts via le ministère de la Recherche, qui a imposé une trame de présentation, ce qu'on appelle des opérations de recherche, qu'on appelait les projets de recherche. Donc aujourd'hui, nous, en tant que conseil, on suit vraiment la complétion de cette trame qui est vraiment imposée et structurée. Donc là, on suit, c'est assez classique avec le contexte, état de l'art, la démarche R&D, la présentation des travaux. Mais il y a aussi un volet indicateur de recherche qui est inscrit, il faut en parler. Donc tout ça, on suit une trame qui est imposée. Donc c'est pas un format libre. On retrouve les ingrédients classiques d'une publication un peu scientifique ou d'une thèse, on va dire. Voilà. Donc c'est de même que les crédits impôt innovation, il y a une trame qui est imposée sur le marché, l'état de la concurrence, la supériorité de votre produit, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est des trames un peu imposées. Et les gabarits, ça va dépendre évidemment du montant déclaré et on ajuste le curseur si on déclare 20 000 ou 200 000 euros, quoi, évidemment. Parfait, merci beaucoup. On peut continuer. Ouais.
Donc finalement, là, ça va résumer un peu la typologie de risque et les solutions à mettre en place de façon assez pragmatique. Donc là, on a 3 typologies de risques dans les 3 slides qui arrivent, hein. Risque de gestion technique et financière, comptable. Risque de gestion, alors ça, c'est pour les PME. Des fois, il faut justifier le statut PME. Et des fois, on n'a pas les documents, les chiffres, etc. sur les effectifs. Donc ça prend du temps. Alors, c'est tout bête, hein. C'est encore question d'anticipation de la collecte des documents. Présentation de la société, vous en parlez. Quand on présente, il y a une page de présentation de société. Voilà, quand on déclare du CIR, faut pas présenter sous l'angle commercial, sinon, en fait, vous tirez une balle dans le pied tout de suite par rapport à un expert scientifique qui va pas voir la R&D. L'ADN de la société, il faut vraiment l'orienter recherche, innovation quand vous présentez votre structure. Ressources humaines, je pense qu'on en a parlé pas mal tout à l'heure sur la collecte des documents, dès l'embauche, diplôme notamment, et le suivi des temps, je crois qu'on en a pas mal parlé. S'il n'y a pas de processus aujourd'hui, c'est mettre en place ou un outil qui existe sur le marché ou même de outils assez simples, mais mettre une procédure de suivi et embarquer, on va dire, les équipes, même si on sait que c'est une charge mentale, embarquer les personnels à remplir idéalement au fil de l'eau, au temps réel, le suivi des temps. Voilà. Plan technique, allez. Ah pardon, en fait, j'ai enchaîné, s'il te plaît. Sur le plan technique, donc on parlait justement du dossier technique. Donc le risque, c'est de pas faire le dossier technique, absence de dossier. Et donc la solution, c'est de documenter en temps réel les projets et de tracer les activités de R&D en suivant le gabarit qui existe et en remplissant, voilà, en donnant les bonnes informations, effectivement. Les indicateurs R&D, donc ça va être l'absence d'indicateurs R&D forts. Donc la solution, ça va être de mettre en avant des profils de haut niveau et de projeter les indicateurs futurs s'ils n'existent pas encore. Et niveau de contrôle, donc ça va être le risque, c'est l'envoi d'un dossier lacunaire qui passe entre les mains du MESRI ou d'un dossier qui ne suit pas les trames imposées. Et donc, la solution, ça va être de construire un dossier comme s'il s'agissait d'un contrôle impliquant le MESRI, donc en suivant les recommandations et les critères donnés par le MESRI. MESRI est un ministère de l'enseignement supérieur, je pense. Oui, c'est clair pour tout le monde. Ouais. Voilà, c'est lui donc qui est en charge d'auditer. Voilà, c'est l'expert mandaté par les impôts. S'il y a un doute sur le fond d'un dossier, c'est le ministère de la Recherche pour la partie CIR. Et sur la partie comptable financière, là on en parlait aussi tout à l'heure, c'est le risque de fournir un chiffrage sans avoir les documents tracés et les explications sur les codes par prise, etc. Et ça on le voit assez souvent. Donc idéalement c'est rassembler, faire un dossier comptable, on va dire financier, qui rassemble toutes les preuves en fait qui ont permis de déclarer tel montant en fait sur la déclaration. Donc, ça c'est vraiment important de les tracer, de les consigner. Et après, la communication, voilà, quand on va échanger avec les impôts, c'est fournir des documents sans expliquer. En fait, il faut vraiment matcher le travail. On le voit dans les contrôles pour les inspecteurs, parce qu'il y a des sujets très techniques des fois, et sur le fond et sur la forme en termes de prise d'hypothèses, etc., ou de risques. Donc là, c'est vraiment accompagner vraiment les décisions prises sur les hypothèses. Il faut mâcher le travail pour les contrôleurs, clairement. Et là, c'est la dernière slide. Je peux faire à gauche si tu veux. Et puis, en gros, voilà, c'est un peu, ça résume tout ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est les maîtres mots, c'est vraiment anticipation et structuration, parce qu'on voit que quand c'est fait au dernier moment, c'est vraiment très lourd, très stressant. Donc les clés, c'est vraiment une bonne gestion, c'est documenter tout ce qu'on a dit, que ce soit les projets. Alors même si ça ne suit pas la trame, mais au moins qu'il y ait des consignations régulières des projets, des travaux, résultats. Anticiper les questions, les demandes de l'administration fiscale qui peuvent arriver chaque année si vous faites une demande de remboursement. Donc ça, faut anticiper tout ça et ne pas au dernier moment, ah oui, on a plus de 30 jours, on n'a rien fait. Il faut arrêter tous les travaux de l'équipe R&D, etc. et qu'on construise tout. Donc là, c'est stressant. Répondre, s'il y a des questions des impôts, tous les échanges avec les impôts, c'est idéalement répondre rapidement. Maintenir un peu un dialogue avec un inspecteur des impôts, ça peut durer pendant des semaines, des mois. Donc voilà, ne pas hésiter à relancer quand c'est un sujet de trésorerie, demander où en est l'instruction du dossier. Voilà, vraiment, ça reste quand même de la communication. Il y a des humains en face qui traitent des dossiers, donc c'est un conseil, c'est vraiment dialoguer, communiquer et convaincre et rassurer sur le fait d'avoir pris tel projet éligible, telle dépense, etc. Donc ça, c'est toujours en lien avec la communication avec le service des impôts notamment.
Et tout cela a un impact évidemment sur l'entreprise si on met en place tout un processus. Je sais pas si tu veux finir, mais voilà, on l'a dit en fait tout ça, hein, c'est moins de stress pour toutes les équipes, que ce soit l'équipe dirigeante qui reçoit une demande des impôts ou un contrôle, s'il faut qu'il arrête la compta et la technique pour répondre pendant 60 jours, en fait c'est un peu la double peine, voilà, pour tout le monde. Et donc si on met du temps à répondre, voilà, on peut y avoir des risques de dérapage sur les délais de traitement. Donc d'où la contrepartie de mettre en place une bonne gestion, de structurer en interne, c'est on va améliorer le délai de traitement, on va améliorer la communication avec les impôts qui peut durer d'ailleurs pendant des années tant que vous déclarez de la recherche et de l'innovation. Donc on va avoir une communication plus fluide avec les impôts d'année en année et donc une relation de confiance aussi va s'instaurer au fil des années. Et évidemment l'équipe R&D, si elle construit, si elle est on va dire éduquée pour consigner ses travaux au fil de l'eau, elle va pas être d'un coup chaque année arrêtée pendant 15 jours, 30 jours pour répondre aux questions des impôts parce qu'il faut tout reconstruire, il faut reconstruire le passé. Donc là, voilà, tout ça, ça permet de sécuriser en fait l'approche pour plusieurs années. Et voilà, on est un petit peu débordé, mais s'il y a des questions, on est encore disponible. Vraiment. Merci en tout cas, c'est vraiment très clair et une présentation très complète. Merci beaucoup. Est-ce que dans l'assemblée, est-ce qu'il y a quelques questions qu'on peut prendre sur la fin? Il y a des grands merci. Super. Avec plaisir. C'est difficile parce qu'on a effleuré des fois des sujets. Il y a tellement de sujets que vraiment on pourrait aller dans le détail sur chaque point. Voilà, si tu gardes en tête que le tout, c'est vraiment l'anticipation dans ce domaine et on le voit tous les jours, nous. Bien sûr. Et impliquer vraiment toutes les équipes, quoi. C'est vrai que c'est ça, c'est un vrai sujet. Il y a une question sur votre avis sur l'avenir probable pour le CIR-C2I avec la politique actuelle. Alors, en l'état, le crédit impôt innovation, il s'arrêtait en fin d'année. Donc ça, s'il n'y a pas d'action dessus, il s'arrête. Là, au regard des amendements et des actions qui sont menées par l'écosystème, on va dire, d'innovation en France, nous, on est assez confiants sur le fait qu'il soit prorogé encore de 3 ans, clairement. Donc là-dessus, ça serait étonnant qu'ils arrêtent du jour au lendemain le dispositif. Et sur la partie recherche, il peut y avoir des rabots. On voit que depuis 2-3 ans, il y a des petits rabots. Les dépenses de fonctionnement sont passées de 50 à 43% il y a 3 ans, je crois. Voilà, il y aura des petits rabots ou des ajustements pour faire plus focus sur certaines les PME, peut-être un peu moins pour des grosses structures. Voilà, ça c'est clair qu'il y aura des ajustements, mais structurellement, il ne devrait pas évoluer, en tout cas pour l'année prochaine, en profondeur, voilà, le dispositif. C'est un peu la tendance. Après, il y a le cas des JEI aujourd'hui où dans le projet de loi de finances, le statut n'aurait plus aucun intérêt parce qu'ils ont déjà enlevé le volet fiscal en 2024 pour les nouvelles sociétés créées, il n'y a plus de bonus fiscal. Et là, ils veulent enlever la réduction des cotisations patronales. C'est dans le projet de loi de la sécurité sociale. Là, c'est pareil, il y a des actions menées pour dire ça aurait un impact immédiat, en fait, très court terme pour les PME. Ça mettrait en péril pas mal de structures, on va dire. Donc voilà, la tendance est quand même qu'il n'y ait pas d'évolution radicale, mais plutôt, on va dire, à court moyen terme sur le 6, il y aura forcément du rabot à la marge. Certaines dépenses pourraient disparaître, c'est un peu la tendance. Dépenses de veille, normalisation, brevet, c'est plutôt dépenses marginales, mais qui feraient économiser quelques centaines de millions d'euros. Voilà les tendances, on va dire, à court moyen terme. Parfait. Eh bien, merci encore pour cette belle présentation. Voilà, donc n'hésitez pas à recontacter Héloïse et Thomas par mail. Vous avez leurs coordonnées ci-dessous si vous avez d'autres questions. Voilà, et donc après, vous allez recevoir derrière un petit questionnaire. Je vous enverrai également la présentation par mail. Voilà, puis n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, si vous souhaitez avoir des mises en relation. Sur ce, donc merci encore Thomas et Héloïse pour cette belle présentation. Merci à vous. Merci à tous. Puis voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée et une bonne semaine. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.